Bonjour Flo, Salut, merci d'avoir accepté mon invitation. merci à toi. Eh bien aujourd'hui on est là pour parler plutôt de santé mentale, Mhm, qui est un sujet qui est encore pas si exploré que ça, qu'on ne comprend pas très bien. mhm. Et moi j'ai regardé un petit peu ton univers, comment tu vivais, puis ça m'a aussi beaucoup intriguée de savoir quel était ton rapport à cette notion de santé mentale positive, d'équilibre, et comment en fait tu t'étais rendu compte que tu avais une santé mentale déjà. La santé mentale, ouais, ça fait partie moi de ma vie entièrement en fait. Je me lève, le premier réflexe que j'ai, c'est essayer de me connecter à moi pour justement cultiver cette santé mentale, cet équilibre. Et je crois que c'est quelque chose qui est né au moment où j'ai été le plus exposé, où j'ai commencé à être très exposé avec les frérots de la Vega, où des lectures sont apparues et j'ai commencé à me plonger dans cette quête de ah, je ne suis pas mes pensées. Il y avait vraiment eu ce truc de j'ai compris qu'il y avait quelque chose à aller chercher et je me suis engagé là-dedans. J'ai vu à quel point ça m'avait permis de me détacher de plein d'étiquettes qui me limitaient beaucoup, notamment avec la timidité, avec le jugement intérieur. Et donc ça a été vraiment cette période-là très très intense dans laquelle je me suis aussi intensément engagé dans ma spiritualité en fait. Est-ce que à ce moment-là, tu te disais bah, j'ai besoin de quelque chose parce que je me sens fragilisée ou pas du tout? C'était juste un intérêt au départ de curiosité. Il y a eu la curiosité, il y a eu l'expérience un peu mystique de comme si d'un coup je sortais de la matrice, tu sais, il y avait un espèce de regard où je dis oula attends, mais depuis le début je suis en automatique, mais du coup qui je suis, et donc ça a été un intérêt un peu sous la forme du jeu aussi, beaucoup, jouer, comprendre un peu plus qui je suis, m'amuser face à des gens, face à mes parents, dans les interviews, à me dire tiens je vais essayer de prendre ce recul et être qui je suis, être stable, être présent. Et ensuite ça a été vraiment je suis rentré par des états de crise aussi, de me questionner par rapport au monde. Donc après, ça a été vraiment genre, je suis engagé. Je fais ça parce que je suis rentré dans cette espèce de, de concept où tu veux sauver le monde. Tu sais, donc je suis rentré dans ça à fond et puis il y a eu plein d'autres étapes. Ça veut dire quoi tu veux sauver le monde? C'était quoi dans ta tête? Tu disais quoi? Ben, je sais pas, il y a eu cette idée que je me suis éveillé, tu vois. Je suis rentré dans ce piège de l'ego spirituel où tu dis ça y est, j'ai compris la vie. Donc il faut que je libère les autres. Je me souviens, j'achetais ce livre qui m'avait transformé, je l'ai acheté à toute l'équipe des frérots. Genre, on était 30 techniciens. Et donc je suis allé un par un, je leur donnais ce livre. C'est après que j'ai compris qu'il y avait des chemins et que tout le monde ne devait pas aller dans ce chemin. Mais j'étais quand même un petit peu dans des lectures aussi philosophiques, avec Pierre Rabhi, Le Retour à la Terre. Et donc j'étais un peu en train de segmenter les mondes. Et je me disais, je veux être avec les bons, donc je vais sauver le monde en étant un être spirituel, écologique et tout ça. J'étais vraiment dans ça. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les frérots, du coup. Je suis rentré dans cet état de crise un peu face au monde. Je me disais, ça va pas, on fait tout à l'envers. Et je vais œuvrer du bon côté. Et ça s'est traduit comment après? Parce que tu as changé de vie complètement. Ben, j'ai arrêté l'aventure frérot, les médias. Je me suis installé en forêt, dans un lieu complètement isolé, sans électricité, tout ça. J'ai fondé une famille. Je suis resté près de, ça va faire 8 ans. Et puis il y a eu toute une crise. Je pense qu'on parlait de la nuit noire. Je pense que ça a été ma nuit noire à moi aussi. Une espèce de déconnexion un peu de qui je suis vraiment. Je suis rentré dans un état très. Alors dans un premier temps très contemplatif, waouh, j'étais en communion avec la nature, c'était magnifique. Puis après il y a eu un état très dépressif, tout était plat tout le temps. Et donc ça a été la suite de la quête de qui je suis et découvrir qu'en fait je pouvais pas être que ça, que celui qui s'expose dans les médias et que l'ermite qui vit en forêt, qu'il fallait que je réussisse à unir les deux, parce que j'étais profondément ces deux versions-là. Et donc ça a été le retour un peu aux médias. J'ai refait un album, un livre. T'étais mieux dans ta tête où en fait? Quand t'étais dans la forêt et dans cette espèce d'idéal de vie que tu t'étais construit, ou Mhm. quand tu étais dans ce monde qui était Mhm. moins en phase avec tes valeurs? Ouais. C'était quoi le plus dur mentalement? C'est difficile parce que dans les deux cas, j'étais profondément bien. Et profondément, quand j'étais surexposé, l'extrême négatif, c'était justement le fait de ne pas être seul, de ne pas avoir de temps pour moi, de ne pas savoir où je vais, de devoir
répondre à des sollicitations sans pouvoir les remettre en question. Tu vois, c'était toujours lève le bras, ok, souris par là. Ça, c'était profondément dur. Et dans la nature, l'extrême négatif, c'était de tourner en rond, quoi. Tu tournes en rond, ok, tu es dans ton rêve, mais putain, tu vis rien, quoi. Donc c'est profondément bien pour se connecter à cet état de paix, de calme intérieur, de contemplation, de connexion avec la nature. C'était incroyable. Mais bon, je suis venu pour vivre une vie incarnée dans la matière, dans le monde, dans la modernité. Et ça a été long. Enfin, long. J'ai eu la sensation que c'était long d'assumer ça, de devoir unir les deux. Concrètement, pour garder ton équilibre, Ouais. qu'est-ce que tu fais? À quoi tu fais attention? Est-ce que tu as des pratiques qui sont spécifiques? Tu as des routines, des piliers? Ouais, complet. J'ai des routines surtout le matin. J'aime beaucoup me lever tôt, avant le soleil, si je peux, et écrire et méditer. Donc parfois j'écris pour vider un peu le sac, les nœuds, dénouer, me faire un peu mon interview à moi. Je suis avec mon psychologue intérieur et on essaie de clarifier certaines choses. Parfois je fais des affirmations, voilà, je me motive. Je vais voir mon enfant intérieur, celui qui est un peu en galère, et je lui dis t'inquiète, on y va. Et puis par moments, c'est juste de la visualisation, du travail. Je rentre dans l'état méditatif hors des pensées et j'essaie d'y poser des petites intentions de choses que je veux manifester. Et ça, c'est vraiment le truc qui est un pilier. Ouais. Si j'ai pas ça, si j'ai pas ça pendant une période longue, tu vois, une semaine, ça commence à piquer après. Je suis un peu perdu. Je sens qu'il me manque un truc, je me sens agité. Moi, je le vois comme une ligne, tu sais, d'équilibriste. C'est vraiment cette image que j'ai souvent. Je dis, allez, je monte sur ma ligne et puis je trouve le flow. Et puis quand je trouve ce flow de début de journée, ben, parfois il se passe des choses magiques, parfois l'inspiration arrive aussi. Parce que souvent, c'est quand même ce qui m'intéresse, c'est de transmettre des choses. J'aime beaucoup ça, de créer, transmettre. Donc, c'est des moments qui me permettent de me centrer et de créer. Mes plus grandes décisions, les plus grands défis, les plus gros challenges, je les prends dans ces moments-là où j'ai l'impression d'être invincible. Et ton environnement, peu importe quel qu'il soit, que tu sois dans la nature ou pas, c'est pareil, tu as la même sensation? J'ai quand même besoin d'une connexion avec la nature, tu vois. Je peux être dans un appartement, il faut juste qu'il y ait une belle lumière qui rentre. Si j'ai cette lumière, c'est ok. Mais oui, évidemment, une routine, là je vis sur Tenerife en ce moment et comme j'ai la plage pas loin, j'essaie d'aller à vélo sur la plage et de faire... j'aime bien boire du maté aussi, tu sais, cette boisson argentine. J'écris, j'ai tous mes petits trucs. Et là, j'aime bien, ouais. Ouais, tu t'envoles, enfin, je sais que je m'envole très haut. Le sport? Le L'exercice sport, physique? le sport est beaucoup moins... Il fait partie de mes routines, mais j'ai beaucoup de mal à l'installer de manière... je suis trop extrême. C'est soit j'y vais à fond et du coup, j'ai l'impression de me transformer en un sportif de haut niveau, soit je l'oublie. Et du coup, je navigue toujours entre ces deux extrêmes. Mais c'est hyper important pour moi d'être dans le corps et d'être aussi par rapport à ma masculinité, de pouvoir me sentir fort, puissant. Un truc que j'avais complètement mis de côté. J'ai vachement féminisé mon être pendant beaucoup d'années, justement. Ce rapport à la spiritualité a fait que j'ai vachement mis mon énergie côté yin, tu vois, comme on dit. Et j'ai perdu beaucoup. Beaucoup de force, beaucoup de confiance. J'ai perdu ce côté masculin un peu plus. Donc là, la muscu, c'est un truc que j'aime pas spécialement, mais je vais dans des salles de sport pour justement essayer de convoquer mon masculin. Beaucoup d'hommes, j'ai l'impression qu'ils savent plus trop Mm. où est leur place, Donc, c'est quoi, toi, ton ressenti, ta perception de ça, et pourquoi tu penses qu'il y a un besoin de travailler là-dessus? Il y a beaucoup d'étapes, je pense, dans ce retour au masculin sain, tu vois. On vient d'un monde où le masculin était nocif, toxique. Donc, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait moi ce chemin de détoxifier un peu ma masculinité. Et donc ça passe par plein d'aspects. Le rapport, je pense le rapport aux femmes, le rapport à la sexualité, c'est des aspects très importants qu'on ne parle pas, peu. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a besoin aussi qu'on réaffirme des choses. Dans mon process de masculinité, comme je disais,
je me suis féminisé beaucoup, mais ça ne m'a pas rendu total, complet. Donc là, il y a ce retour à, ok, je vais garder cette sensibilité, je vais garder toutes ces valeurs féminines qui sont superbes, et je vais reprendre aussi un peu plus de pouvoir et de puissance pour équilibrer. Et je crois que les hommes, on a besoin de se sentir entre nous. Vous, les femmes, vous avez peut-être plus cet accès à la parole en groupe féminin, et nous, les hommes, c'était soit on était entre hommes et on était dans des conversations très basiques, tu vois, le foot, la bière, l'écu, soit tu n'avais rien. Il n'y avait pas cet accès à l'échange entre hommes vulnérables où on se dit là où on galère, là où on est en difficulté. Et on se soutient surtout. Ça, je pense, c'est un truc, moi je l'ai vécu au travers du MKP, c'est un projet, le Mankind Project, qui invite les hommes justement à passer des rites initiatiques pour se connecter à ça. Et j'ai vu une quantité d'hommes vulnérables, beaux. Je me suis ouais, j'ai l'impression d'avoir eu de l'empathie beaucoup pour les hommes. Là où pendant longtemps, je me disais, les hommes, on n'est vraiment pas ouf. Vraiment, on gâche tout, on casse tout. Et là, d'avoir vécu cette expérience, j'ai renoué des liens avec le masculin et je me suis dit, on est beau en fait, on a de la valeur, on essaie. Et finalement, la tâche, elle est dure hein, pour nous quand même. Même si pour les femmes, évidemment, c'est une galère depuis des années, voire des décennies. Et nous, on est dans un moment charnière là où, pour se positionner, c'est pas simple. Donc je trouve ça important. Là, Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est dur pour nous? C'est dur parce qu'on n'a pas de repère, on n'a pas de modèle. On n'a aucun modèle masculin dans notre monde où tu dis waouh. À chaque fois qu'on a des acteurs, des gens qui étaient superbes, on sait qu'ils vont tomber parce qu'ils ont fait n'importe quoi dans leur rapport masculin par rapport au féminin. Donc on n'a pas cette espèce de masculin où tu dis waouh, quel bel équilibre. Et dans notre monde, je ne parle pas chez les mystiques, chez les gourous, on va en trouver. Mais dans le monde moderne, dans nos médias, on n'a pas ce masculin-là. Il n'existe pas. Il y a toujours un moment où ah, lui aussi. Et je pense que le masculin, s'il fait ce travail, le monde va se rééquilibrer. Parce que les femmes, elles n'ont pas un travail, je dirais, majeur à faire dans le sens... Il faut juste qu'elles aient plus peur de l'homme, un peu, tu vois, c'est un peu ça le schéma un peu basique. Et si nous, on fait ce travail, je pense que ça va assainir beaucoup de choses dans les rapports humains, sociaux. Et moi, le fait d'avoir un petit garçon, ça me rend encore plus responsable. Je me dis, ouf. Et je crois que c'est basique, mais le rapport à la sexualité, la construction de la sexualité, fait partie du truc de l'ombre qui va créer ensuite un peu toute ta matrice qui peut être dysfonctionnelle ou saine. Et malheureusement, comme on ne parle pas de ça, comme on n'est pas accompagné, comme on n'a pas de lieu comme ça entre hommes où on peut avoir des repères qui nous disent quel comportement avoir ou quel chemin prendre, on se retrouve un peu livré face au monde et voilà, on fait ce qu'on peut. Et concrètement, c'est quoi justement pour que ce soit pas dysfonctionnel? Sur quoi tu... Je pense que de sexualité, moi, je pense que la parole est déjà un truc hyper important. Libérer la parole, dire j'ai ça en moi. Et qu'il y ait des gens qui puissent te dire c'est ok, il n'y a aucun problème. C'est pas parce que tu as ça en toi que tu ne peux pas devenir autre chose. Puis après, ouais, l'éducation en fait. L'éducation à se connaître soi en tant qu'homme. Je crois que c'est hyper important. Et bon, je reviens à ce truc de la sexualité parce que j'ai l'impression que c'est central en ce moment dans mon évolution, où je me rends compte que je viens de la petite enfance et que d'un coup tu es livré à ça, tout ce qui se passe en toi par rapport à la sexualité, et tu te retrouves à 30 ans et en fait je ne sais pas trop. Enfin, j'ai eu des partenaires, on peut avoir des chemins chaotiques, on peut avoir des chemins plutôt sains, mais même quand tu as été sain, tu te rends compte que tu n'as pas eu une grande révélation ou connexion par rapport à ça. Tu ne te connais pas réellement en tant qu'homme. Et donc tu fais ce que tu peux. Et j'ai l'impression que ça a une influence sur le reste de ton existence. Il y a énormément de troubles mentaux, de dépression, de pensées suicidaires. Pour toi, comment on peut expliquer ça? Qu'est-ce qui fait qu'on passe à travers cette période-là? Je pense qu'on est tous un peu victimes de l'écran. Je crois que c'est la maladie de notre époque, je crois aussi.
Et ce que l'on consomme nous déconnecte, enfin même pas ce que l'on consomme, peu importe ce que l'on consomme, j'ai l'impression qu'on est déconnecté de la réalité, du temps, de l'espace, et ça nous empêche aussi d'être connecté à soi, un peu à nos passions. Enfin, j'ai l'impression que moi, ce qui me rend vivant, c'est d'être connecté justement à ce qui m'anime, à ce qui me rend heureux, le fait de créer. Donc j'imagine qu'un ado qui n'a pas encore cette conscience, parce qu'on est en construction, et que du coup, toute cette énergie, toute cette attention, on la met dans un écran où on consomme un peu tout et n'importe quoi, ben c'est sans fin en plus. Moi, je le vois avec mon fils qui est tout petit, déjà. Le dessin animé, c'est magique parce qu'il part dans un monde, mais il n'y a jamais de fin, il n'est jamais satisfait. Donc j'essaie de limiter un maximum, et je vois que dès que je lâche un peu, bizarrement, ça lui crée pas du bonheur. Après, il est instable, il veut plus, c'est là où il demande plus de sucre, plus. Et waouh, quand je vois ça, ça me fait flipper, je me dis, ouf, faut que je le protège. Et en même temps, ça me renvoie aussi un miroir sur ce que je suis, moi aussi. Parce que moi aussi, je suis victime de ce plus. Avec les écrans? Ouais, à fond. À fond, c'est hyper compliqué, je trouve, d'être artiste ou d'être quelqu'un qui communique aujourd'hui, parce qu'on a besoin de ces médias, et trouver cet équilibre entre je communique et je me fais pas happer par le système, comment il fonctionne, tu sais. Les chiffres, surtout, je trouve que c'est ça qui, moi, me fait souffrir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai beau être conscient de ce qui se joue derrière, je sais qu'il y a des choses chimiques qui s'activent en moi, la dopamine, toutes ces choses-là. Quand je vais mettre un post sur un truc que j'ai fait, ben, je vais voir les chiffres et ça m'emmerde d'être là-dedans. Et je me vois le faire. Et du coup, je rentre dans cette espèce de rouage où pendant les 4-5 jours qui vont suivre cette publication, je vais être un peu là à checker. Ah, ça marche pas assez. Ou ça marche super. Du coup, je suis content. Du coup, je me dis, ah, il faut que j'en fasse une autre. Du coup. Et je me vois là-dedans. Souvent, c'est des moments où je dis stop. Je désinstalle Instagram. Je me barre et je touche plus au téléphone pendant un mois. Puis après, je repars. Puis après, mais c'est dur, je trouve. En tout cas, c'est un des défis majeurs pour moi. Trouver l'équilibre entre je communique, je transmets et je reste loin. Et tu vois que ça peut mettre en péril le reste de ton équilibre, en fait. Ah ouais, totalement. C'est-à-dire que je peux très vite passer de je ne consomme pas du tout, mais je suis là, je vis ma vie, à je suis incapable de faire 2 pas dans la rue sans être avec mon téléphone. Et que à chaque fois, je me vois, je dis, mais arrête. Puis 5 minutes après, c'est comme si la main, mécaniquement, elle allait prendre le téléphone et elle allait faire le code. Et tu te retrouves sur Instagram, tu fais, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc je me l'enlève. Et donc du coup, c'est flagrant parce que du coup, je vois mon doigt qui cherche et ah, mais il n'y est plus. Ah oui, c'est vrai. Tu te décrirais, si tu devais donner ton mode d'emploi, tu vois, à quelqu'un en disant, bon bah voilà, pour que je sois bien, ouais. pour que je me sente équilibrée et que yes. je sois au maximum de la libération de toutes mes capacités, il me faut ça. Intéressant. Je dirais que oui, il faudrait que je me sois couché assez tôt, levé tôt, que je puisse avoir une routine connectée à la nature, connectée à mon être méditatif, écrire, visualiser, passer un bon moment de la matinée comme ça, kiffer la vie, juste être connecté à la plage, la forêt, puis après revenir au monde, et puis partager un peu, avoir un public, tu sais, avoir une audience. Je me rends compte que c'est un truc que j'ai du mal à assumer, mais je crois qu'en fait j'en ai besoin. J'ai besoin de regard, j'ai besoin d'audience et j'aime prendre cette place où je raconte des choses. Donc je dirais une place dans la lumière, symbolique, tu vois. Ça peut être les écrans au travers des réseaux, ça peut être une scène, ça peut être des retraites, là, comme je vais faire. Puis, de la bonne nourriture, et puis, puis mon fils, et puis voilà, je suis bien. Et les copains? Les copains aussi, ouais, c'est vrai. Non, t'es pas obligé. Hein. Non, mais c'est vrai. Et avec une journée, c'est compliqué. Peut-être que je finis la journée avec des amis où on se refait le monde, on regarde les étoiles. Et un peu de folie de temps en temps aussi, ça peut être cool. C'est quoi de la folie? Ouais, un peu d'ivresse, tu vois. Je dis pas non à l'ivresse aussi. Me déconnecter, quoi. Lâcher un peu prise. Voilà. Quand je m'engage dans quelque chose, j'y vais à fond, trop. Et j'oublie un peu cette résilience qu'on peut avoir à être un peu partout, quoi.
à naviguer entre les mondes. Et justement, moi, c'est un peu ça que j'essaie d'être aujourd'hui. D'essayer de ne pas avoir de règles. La seule règle, c'est quoi là tout de suite qui vibre en moi? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que je sens qui est réellement me fait du bien? Et aujourd'hui, je vis justement je vis ouais, des contradictions et des paradoxes de ouf en me laissant être. Je mange pas de viande, mais je vais en manger. Je bois pas d'alcool, mais je vais en boire. Je fume plus, mais des fois je vais fumer. Je suis contre, on va dire, tout ce qui fait du mal à la terre et qui pollue, mais je vais amener mon fils au KFC. Je vis ces contradictions aujourd'hui avec beaucoup de flexibilité, beaucoup de recul, justement. Et c'est beaucoup plus sain pour moi et pour mon environnement que l'époque où j'étais décroissant, végétalien, extrémiste, parce que je répandais une vibe qui était vraiment pas cool envers moi-même. Quand je devais aller dans un supermarché parce que j'avais pas le choix, j'étais pas bien, je me sentais en crise, je critiquais tout. Et quand j'avais des amis qui venaient, qui ramenaient du coca, j'étais en mode waouh, c'était lourd quoi. Donc ouais, je me sens plus harmonieux comme ça. C'est de la déculpabilisation aussi, quelque part. Donc la Ouais, déculpabilisation, elle va avec la responsabilité. Donc comment oui. on amène chacun à prendre sa responsabilité? Moi, je crois profondément qu'on est des processus et qu'on n'est pas quelque chose de statique. Et je crois que peu importe où tu es un processus et qu'à un moment donné, ce processus va t'amener à vivre quelque chose qui va te faire hop, sans fin. Donc j'ai de l'empathie en fait aujourd'hui parce que j'ai eu de l'empathie pour moi. Je me vois dans cet état extrémiste et je me dis, j'étais mignon au final. C'était beau, mais est-ce que c'est ça vraiment est-ce que c'est vraiment ça le sens de la vie? Est-ce que c'est vraiment ça? Quand on prend du recul, qu'on fait tous ces pas en arrière, là on est dans le monde très sérieux de la planète. Et quand tu fais vraiment cette espèce de zoom arrière, que tu vas dans l'univers, que tu vas. En fait, on est rien, on ne sait même pas exactement s'il y a un but à tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit traverser l'existence et peut-être essayer d'en tirer des choses positives, d'avoir une expérience qui nous fasse fleurir, qui nous fasse grandir. Moi, je me dis juste ça. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que comment dire, les débats du monde t'amènent toujours vers cette segmentation. Il faut choisir contre, pour. Et moi, je suis arrivé à un stade où je me dis, je suis plus contre et pour rien en fait. J'ai l'impression de naviguer et parfois ça va être oui, parfois c'est non. Donc c'est déstabilisant, je sais, pour le débat, parce que du coup, mais t'es où? Et je sais nulle part, donc je suis désolé. Et je sais que moi en plus je m'expose souvent. Donc quand je prends des choix, que je fais des choses comme ça, je le dis. Il y a des gens qui me suivent qui disent ah génial, il vit dans la forêt, il est contre le système. Et je fais ah non, plus vraiment en fait. Je sais plus en fait, je suis en quête, mais c'est sans fin. Je ne me suis pas arrêté là. Me rendre compte que la vie est une illusion, la vie est un rêve dans lequel je n'ai fait que projeter quelque chose et que si je modifie cette projection ou que je m'en détache, je peux créer une autre réalité. D'un coup, des nouvelles opportunités arrivent à moi. J'avais jamais imaginé écrire un livre, j'avais jamais imaginé chanter. C'est des choses qui sont apparues parce que je pense que j'avais fait ce travail intérieur de changer mon rêve, changer mon illusion. Quand j'ai décidé que j'étais plus intimide, que j'avais envie de prendre une guitare et d'aller sur scène, les portes sont ouvertes en grand. Et c'est là que je suis passé sur YouTube, la télé. C'est quoi qui va te mettre en vulnérabilité? Le rapport à l'autre, souvent, dans les rapports sociaux, tu vois. Avoir peur d'être qui je suis, avoir peur de pas être suffisant, de ne pas être à la hauteur, avoir peur de blesser. Là, je tombe souvent dans des pièges ouais, où j'ai l'impression de me transformer en... je sais pas trop en quoi, mais je bug. Tu sais te disputer? Tu sais avoir des conflits? J'ai eu des conflits. Moi, je suis de la fuite. Moi, je viens de la fuite. Fuite émotionnelle, fuite du face-à-face. Mais j'ai appris pendant 10 ans à faire face et à m'engueuler, ce qui est génial. Aujourd'hui, je m'engueule pas beaucoup parce que j'ai plus trop de rapports de ce genre. Mais je sais maintenant ne plus fuir. Ou je sais quand je suis en train de fuir et qu'il faut que je fasse face.
Ça, ouais. Et mon fils m'aide beaucoup à ça, parce que je peux pas m'échapper avec lui. Donc, avec lui, je m'engueule, ouais. Bah, les enfants de grands maîtres, hein, quand même. Hein, Ouais. Ah ouais, complet. Ah ouais, il challenge beaucoup. Il y avait une phrase qui est apparue il n'y a pas longtemps dans je sais plus où, qui disait, je crois, les palais de la sagesse, non, les chemins de l'excès mènent au palais de la sagesse. Et ça résonnait beaucoup parce que je trouvais que j'avais une vie qui était très extrême, où je faisais beaucoup de déséquilibre, mais qu'à chaque fois je comprenais plein de nouvelles choses sur moi. Et en même temps, trop d'excès fait que bah, tu n'as plus le temps de revenir à toi. Donc c'est l'équilibre. Je me dis avoir un socle sain et faire plein de folies et revenir à ce socle. Je crois que ça serait ça un peu mon rêve. Enfin, c'est ce que je vis en fait. C'est quoi la folie pour toi? La folie, c'est un peu me laisser aussi emporter par le monde. Pas avoir peur de... Pas être dans le contrôle en fait. Arrêter un peu ce contrôle constant. Je suis un sage et je veux être que sage. Parce que c'est pas l'existence que je veux mener. Et donc me laisser porter par des pulsions, me laisser porter par des envies, me laisser porter par ce qui apparaît là. Et ouais, c'est ça. Et quand tu as des phases encore, parce qu'on en a tous, où ça Mhm. va moins bien, Ouais. ça se traduit comment? Je me sens perdu. Là, j'en sors, hein. Il y a quelques jours, j'étais encore dans un état de tunnel, tu sais, où tu dis, ok, on traverse le tunnel. Et c'est pas je me sens très mal, mais je me sens un peu perdu. La vie a un peu moins de sens. Je comprends plus trop où je vais, je comprends plus trop ouais, quel est le but de tout ça. Et ça se traduit un peu comme ça, par des mots aussi, beaucoup de mots de douleur physique. Ça somatise beaucoup. Donc beaucoup d'inflammation aux épaules, aux cheveux, partout, toutes les articulations. Ça depuis longtemps. Et dernièrement, je fais des vertiges, j'aime bien. C'est le truc du moment. Depuis 1 an et demi, je suis là où wow, tout bouge, tout tangue. J'ai fait des analyses tu sais, scientifiques pour voir, il n'y a pas grand-chose qui ne va pas. Donc je me réfère au mystique et je me dis, bon, je traverse des trucs et il faut les traverser et puis on verra. Ça t'inquiète ou pas? Non, ça m'embête un peu, tu vois. Parce que du coup, c'est des moments où tu es un peu en dehors du monde. Tu sais plus, t'as plus trop d'énergie, tu comprends plus trop. Moi, j'ai envie de mener mes projets à bien, donc comme j'en lance plein, quand je suis dans cet état, je suis un peu en pause. Et c'est un peu compliqué, ouais. Et tu as l'impression que c'est des phases où, quand ça se produit, tu agis pour revenir dans... J'ai tendance à avoir du mal à agir quand même. J'ai l'impression que c'est des moments où j'oublie justement tous les tips. J'oublie que respirer peut me faire du bien, qu'aller dans la nature. Justement, c'est des moments où justement je vais plutôt dans l'écran et du coup je me redéséquilibre plus. Et j'ai l'impression que c'est des phases, ouais. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de devenir fou et est-ce que c'est un truc qui t'angoisse? Fou, ouais, carrément. Je pense que je le suis, on l'est tous. Enfin, fou par rapport. Des fois, je parle beaucoup dans des délires philosophiques et du coup, je m'enferme aussi dans ces délires philosophiques. Justement, d'absolu. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Ce rêve d'absolu, de m'illuminer, comme si c'était l'objectif de ma vie. Et parfois, ça me rend fou parce que je cohabite forcément avec ma réalité du monde qui est bien dense. J'ai un enfant, j'ai des impôts à payer, j'ai un loyer, enfin tous ces trucs-là. Et parfois, je me dis, waouh, je sais plus en fait. Mais c'est comme s'il y avait des flashs de folie qui apparaissaient, mais je ne leur laisse pas du tout l'accès à mon être. Je les regarde et je fais waouh. Ça peut être quoi un flash de folie? C'est plus en termes de sensation. Ça va être, ouf, je suis en train de perdre pied, je comprends plus rien. Ce que je fais depuis des années n'a pas de sens. En fait, je fais n'importe quoi, je suis perdu. C'est une idée comme ça qui apparaît très forte. Un peu de parano. À l'époque où je fumais de l'herbe, c'était un truc qui apparaissait beaucoup. Où d'un coup, waouh, peur de tout, peur de la mort, peur de... Bon, je fumais, donc c'était logique que je vive des choses intensément comme ça. Aujourd'hui, non, ça va. Ma folie, elle est plus dans le fait de côtoyer des extrêmes en moi. De dire, je veux telle chose, et je le sens à 100%. Par rapport à la musique, je veux faire un nouvel album, j'ai des nouvelles chansons, je suis waouh, j'ai le projet, et 15 jours après, je switch,
Et la musique fait plus du tout partie de ma vie. Je ne pense même pas que je suis musicien. Et je suis une autre chose. Je veux voilà, je veux un podcast, je veux faire des retraites. Et côtoyer avec ces deux, parfois je me dis, ouais, je suis fou en fait. Mais j'apprends à vivre avec ça et me dire que c'est ce que je suis. Donc, juste réussir à gérer les transitions. Mais ce qui est dur, c'est quand tu collabores avec le monde, avec des gens. Parce que je suis accompagné dans tous mes projets par d'autres personnes qui, eux, sont peut-être plus stables, plus monotâches. Et quand tu as un rendez-vous autour de ton projet musical et que tu es dans les montagnes à Tenerife à rêver d'autres choses, là c'est dur parce que je suis confronté parfois à des choix où je ne suis pas centré, je ne suis pas concentré. Et je dois quand même avancer. Et là c'est dur. Je me sens un peu fou là. Je me dis j'ai un problème, c'est pas possible. Mais ça va, tu le vis bien ton problème? De mieux en mieux, ouais. Ouais, de mieux en mieux. Bon, merci beaucoup Flo. Merci à toi.